Alors, est-ce que c'est Brachot ou Kiddushin? Ça, c'est Brachot, Kiddushin, Kavav, Amoud Aleph. Amoud Aleph, oui, exactement. Encore Amoud Aleph. Je vais utiliser ce qu'on va faire. Maintenant, comme s'il n'y a pas valeur, tu veux essayer de lire, si tu veux la Gemara, c'est pas très. On est dans Chazaka, donc Chazaka, c'est. Tu vois, c'est. Je sais pas, je compte les lignes, il y a les 2, 4, 6, 8, 10. Par rapport au Rashi. Bah bon, Rashi, non, oui, je compte par rapport à la Gemara. Et 2 secondes. Je veux dire, quel Rashi à côté, quoi, tu veux dire? Ouais. Je compte par rapport du bas. Non, je pars par rapport du bas et je compte les lignes à partir d'en bas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 lignes en partant du bas. Tu vois, il y a un mot, il y a une ligne qui commence Uve Chazaka avec 2 points. Voilà, c'est ça. Donc, ça, tu peux dire, voilà, ça veut dire, voilà, tu vois, donc, grosso modo, je te fais l'introduction d'une phrase. C'est Chazaka. Donc, la Mishnah, elle avait dit qu'une des manières d'acquérir un chant, c'est par Chazaka. Ouais. Voilà, Chazaka, a priori, ça veut dire simplement faire, on va dire, le cas normal, c'est changer les serrures, on va dire. Ça veut dire faire une action qui montre qu'on est le propriétaire. Et donc, voilà, donc mettre une barrière, changer les serrures, un truc comme ça. Ça, c'est Chazaka, et c'est une manière d'acquérir un bien immobilier. Et voilà, et la Mishnah, maintenant, la Gemara demande d'où est-ce qu'on la prend. Voilà, je vais lire. Chazaka Minalan. Chazaka Minalan, Amar Chazkia Amar Kra, Ushvo Be'arichem Asher Tifashtam Bema, Tifashtam Beshiva. Ouais. Voilà, tu vois, ça veut dire, ça, tu vois, alors c'est un pasouk. Ça, tu vois, c'est la citation d'un pasouk. Donc, ici, c'est inversé dans les prophètes. Tu vois, je pense, tu vois, c'est où? C'est Gimel. Sur le côté, si tu as une main un petit peu, tu as le Gimel, tu vas l'avoir avec les voyelles, tu vois. Ça veut dire, il faut dire en deux mots le pasouk, de quoi ça parle. Ça veut dire, c'est quand on a vu Kodonozor, donc c'est un pasouk dans Yirmiyah. C'est quand, tu vois. Les volets Reshet et Haaretz, c'est ça? Ouais. Hashem Elokechem noten lachem, ve'rishtem ota ve'shivatem ba. Ça, c'est le pasouk d'avant. C'est juste après. Ah, c'est avant. Vani Hideni Yoshev Bemitzvah, la mode lipne. Hakazim, Asher Yavo Eleinu ve'atem ispu yayin ve'kayitz ve'shemen ve'simu birkleichem ushevu ve'arechem asher tipastem. Ouais. Ça, c'est le pasouk. Donc, le pasouk, a priori, ça parle là-bas. Donc, quand on a vu Nabuchodonosor, ça veut dire qu'il avait détruit plus ou moins la grande partie d'Israël, etc. Donc, il y avait Gedalia ben Achikam, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait Jérémie, le prophète Jérémie et Gedalia ben Achikam. Ils demandaient aux Juifs de ne pas s'en aller. Ça veut dire, ils pensaient que c'est parce qu'il y a eu une grande. Après, si tu veux la destruction du Beth Amikdash et surtout les victoires de Nabuchodonosor sur Israël, quoi, quand le peuple d'Israël était complètement plus ou moins wipe out, il était plus ou moins détruit. Donc, en fait, si tu veux, il y avait des Juifs, la plupart, il y a eu un très grand exode des Juifs vers l'Égypte. Et Jérémie, tu vois, parce que Nabuchodonosor, il n'avait pas exilé toute la population, il avait exilé que les élites, les généraux d'armée, etc. Et en fait, tu vois, Jérémie dit non, maintenant restez en Israël. Et on va s'occuper. Guédalia, en fait, il avait été envoyé c'était lui qui était en fait désigné par Nabuchodonosor pour être un gouverneur d'Israël pendant l'occupation, quoi. Ça veut dire sous l'égide de l'empire perse. Et donc voilà. Et donc il leur dit de rester. Il leur a dit allez-vous dans les villes que vous avez prises. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait l'idée, c'est que Jérémie il dit voilà, en fait maintenant tout le monde est parti, puisque tous les autres Israéliens juifs ils s'étaient tirés. Et donc, il dit, bon, maintenant, il y a plein de maisons libres et tout ça, etc. Donc, vous pouvez profiter de l'occasion pour vous éclater, quoi. C'est ça ce qu'il leur dit, en fait. Ça veut dire, rentrez dans les champs qui sont maintenant été... À qui il dit ça? Aux armées de... Aux Juifs qui sont restés, en fait. Il dit aux Juifs qui restent de pas s'en aller, et tu vois, de pas continuer l'exode. Il essaye de, si tu veux, puisque presque tout le monde est parti, il dit en fait à ceux qui ne sont pas encore partis, il leur dit ne partez pas, restez ici et vous allez pouvoir profiter de tous les gens qui ont été laissés comme ça, abandonnés, de toutes les maisons qui ont été laissées, tu vois. Et tu vois, donc l'Agma a dit, donc c'est ça ce que l'Agma veut dire, mais d'où est-ce qu'ils vont les acquérir, puisqu'en fait tous les occupants ils sont enfuis. D'accord. Alors il dit par la Chazaka, ça veut dire le fait de rentrer dans les maisons, ça devient à vous, quoi. C'est ça ce que ça veut dire.
Tu vois, c'est ce que le verset dit là-bas. Il a dit, ça veut dire, donc le passage qui dit, j'ai perdu la ligne, deux secondes. Et rentrez dans vos villes, achetez ta fastem, que vous allez prendre. Ta fastem, c'est là que vous allez saisir. Alors, moi, explique Bama ta fastem. En quoi vous les saisissez? Bishiva, en vous installant là-bas. Ça veut dire tous les endroits qui ont été désertés par, si tu veux, par les Juifs qui se sont enfuis à l'époque de Nabucodonosor. En fait, il dit Jérémie à ceux qui sont restés de ne pas s'enfuir et de ne pas chercher à aller ailleurs. Et il dit voilà, vous avez plein d'opportunités ici. C'est ce qu'il leur dit. Et l'idée, c'est du vol, quoi. Ça veut dire c'est ce qu'on pourrait croire. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu vas prendre des terrains qui t'appartiennent pas, etc. Alors, la Gemara dit non. De là, on apprend que voilà, si tu fais Chazaka, et les autres qui sont partis, tu fais Chazaka et ça devient à toi. Voilà, c'est tout. Je leur dis, voilà, il y a plein d'opportunités business. Ok, Tifastem. Asher Tifastem, Tifastem. En quoi vous allez les saisir? Mais Tafastem, c'est le verset qui dit. Tu vois, le verset, il dit et ça veut dire rentrer dans vos villes, Asher Tafastem, que vous avez saisi. Alors, donc, Agma demande Bama Tafastem, comment vous les avez saisis? Bishiva, en revenant dans votre ville. Il y a ceux qui sont partis, tant pis pour eux. Et vous revenez, vous avez plein d'opportunités, puisque maintenant, voilà, ils ont tout laissé en plan. Donc, ça, c'est la première manière, c'est la première source pour l'Agma pour expliquer que Chazaka, ça marche. C'est qu'on voit, donc, si tu veux, les derniers rescapés de la guerre de Nabucodonosor, ils n'avaient qu'à rentrer dans leur ville pour pouvoir récupérer les biens des autres. Et c'est ce que le prophète Jérémie leur conseille de faire. Donc, ça veut dire que c'est un kinyan qui marche, quoi. Ça devient oui. D'accord. Voilà. On a une deuxième source, tu vois, c'est le Rabbi Shmuel Tana. Le Rabbi Shmuel Tana, Verishtam Ota, Veishaftem Ba. Bame Yerishtem Beishiva. Donc ça parle de la guerre de la conquête d'Israël, quoi, à l'époque de. Parce que c'est Hachem, Moshe dit aux enfants d'Israël, vous allez hériter la terre d'Israël et vous allez vous y installer. Alors la question, ce qui va expliquer le passage, en quoi c'est un héritage, puisque ça appartenait au Goïm avant. Donc tu vois, quand vous allez hériter la terre et vous allez vous y installer, mais d'où est-ce qu'on l'hérite? Alors il dit, c'est ce qu'il dit, en quoi vous l'héritez? Bishiva, parce que vous allez l'occuper. Grosso modo, tu vois, la Gemara ici, elle est contre, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle est contre la restitution, tu vois, ça veut dire, tu vois, comme tu vois, les Palestiniens disent, ouais, il faut qu'on nous rende les maisons, etc. Ou même, tu vois, maintenant, il y a des Juifs qui demandent aux pays arabes de rendre les maisons que. Ouais, tout ça, mais l'idée, c'est que c'est comme ça, c'est ça les guerres, c'est comme ça que ça marche. Ça veut dire, ceux qui ont conquis un pays, quelle que soit la raison pourquoi les autres sont partis, en fait, maintenant, c'est la Razaka et le nouvel occupant, c'est lui le propriétaire du terrain, quoi. Et ça marche chez les Goïms comme chez les Juifs? Dans tous les cas, on a l'impression que ça marche chez les Juifs. Ça, c'est de la Gemara, tu vois clairement. Puisqu'elle te ramène ces sources-là, elle te dit ça, elle te dit, voilà. Maintenant, est-ce que ça marche chez les Goïms? On voit aussi que ça marche chez les Goïms parce que, en fait, si tu veux, il y a quand il y avait une guerre ça veut dire, en fait, comment expliquer? Hachem, il avait demandé à Moshe, il avait interdit à Moshe de faire une guerre contre Moab et contre Ammon. C'est un interdit, etc. Et en fait, par contre, il y avait des terrains qui avaient été conquis qui avaient été conquis par un roi, par un autre roi Goy de Moab, qui s'appelait, j'oublie son nom, Og Melech HaBashan. Le roi de Bashan, il a donc, si tu veux, donc il avait conquis ces terrains. Et donc, en fait, Israël, il les a conquis ensuite de Og Melech HaBashan. Et ensuite, plus tard, en fait, dans l'histoire, il y a le roi de Moab, il dit oui, mais vous m'avez conquis mon terrain qui m'appartenait à moi à la base. Et vous aviez un interdit de le faire. Et là-bas, si tu veux, dans la discussion, il lui dit non, en fait, comme Og Melech HaBashan, il avait conquis de toi, donc en fait, c'est plus à toi, donc on avait le droit de le prendre. Si tu veux. Donc c'est là où on apprend. Alors, si tu veux, je vais essayer de retrouver, si tu veux, j'essaie de retrouver ça dans la Gemara de secondes. Deux secondes, je vais essayer de retrouver, tu vois. Une seconde. Si j'arrive.
Je vais essayer encore un dernier essai. Sinon, je vais laisser tomber. Je sais pas si j'arrive à retrouver. Une seconde. Si je trouve pas. Mais c'est Arsène Gemara, tu vois, qui dit ça. Puis je sais pas qui est celui-là. Non. Voilà, c'est tu es sur. Oui, si tu vois. Mais je me rappelle qu'il y avait un truc plus explicite. Mais 2 secondes, je vais essayer de trouver. Je te mets déjà ça, quoi. Je n'avais pas les voyelles, mais 2 secondes, je vais zoomer. Tu vois, Kayotse Badavar, ça veut dire, je pense, tu vois, ça veut dire un autre passage qui paraît non nécessaire dans la Torah, selon ce qu'ils disent. Mais je me rappelle qu'il y avait une plus explicite que ça. Il y a marqué qui Cheshbon ir Sichon, car Cheshbon est la ville de Sichon, Melech HaEmori, le roi des Émorites, et Vu Nilcham Bemelech Moab, et lui, il avait fait la guerre contre le roi de Moab. Donc, la Gemara demande, mais pourquoi le Passouk, il a besoin de nous dire que cette ville de Cheshbon, à la base, elle appartenait au roi de Moab, mais que Sichon, il l'avait pris. Maïnaf Kamina, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Pourquoi la Torah le dit? Alors, Damar Liwa Kadosh, donc la Gemara répond, Damar Liwa Kadosh Baruch Hu l'Israël, parce que Kadosh Baruch Hu l'avait dit aux Juifs, Al Tetzeret Moab, parce que Kadosh Baruch Hu avait donné un interdit d'attaquer les terrains de Moab ou d'attaquer Moab. Amar Kadosh Baruch Hu l'ité Sichon, donc il dit, Kadosh Baruch Hu il a dit que vienne Sichon, l'Ipok me Moab, qu'il va sortir ce terrain de Moab, Velito Israël, Velifkou mi Sichon, et qu'ils viennent Israël, et comme ça ils peuvent le prendre de Sichon. Tu vois, donc ça veut dire comme ça ils avaient le droit de le prendre. Et nous d'Amar Papa, et c'est ce qu'un papa dit, Amon Moab, Tiarou et Sichon. Ça veut dire Amon et Moab, c'est-à-dire ces territoires-là, ils ont été purifiés par Sichon, sinon les Juifs ils n'auraient pas eu le droit de les avoir. Mais de là, la Gemara, je me rappelle qu'elle explique, tu vois, l'idée, c'est de dire qu'on apprend de là qu'en fait, la conquête, même par un goy, en fait, si tu veux, c'est une fois qu'un pays il a été conquis, il appartient au niveau propriétaire, quoi. Donc là, je voulais en venir, c'était par rapport, donc c'était par exemple aux réparations, pas aux réparations, mais aux réappropriations après la Deuxième Guerre mondiale, des biens allemands, en théorie, on n'a pas le droit à ça, n'est-ce pas? A priori, j'en sais rien, tu vois, ça c'est vraiment compliqué à dire, tu vois, ça veut dire, ça veut dire normalement, ouais, on pourrait dire c'est à nous, et ouais. C'est ça. Ouais. Non, c'est sûr que voilà, normalement, si tu vois, c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas vraiment de. Ouais. Mais ça me surprend pas. D'accord. Non, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, c'est parce que tu vois, l'idée, c'est qu'en fait, normalement, c'est-à-dire, d'une manière générale, l'idée, c'est que nous, en exil, c'est pas notre terre, tu vois. Donc, ça veut dire, en fait, si un goy, si tu veux, d'après la halakha, si tu veux, d'après la Torah, si un goy, je sais pas, en Allemagne ou en Amérique ou n'importe où tu es, au Canada, il décide, il dit, voilà, on veut plus de juifs chez nous. Tu vois, d'après la Torah, il a le droit, il a raison. Ça veut dire, on n'est pas chez nous, ça veut dire c'est sa terre.
Donc, en fait, si tu veux, donc voilà. Donc, si tu veux, c'est ça la vérité de la Torah, quoi. Ça veut dire, en Israël, normalement, si toi, tu es en Israël, personne ne peut te mettre dehors. Ça veut dire, si le gouvernement, d'après la halakha, si le gouvernement israélien, pour exemple, pour une autre, qui dit non, je ne veux pas de toi chez toi ici, tu n'as pas ton passeport ou j'en sais rien, tu dis non, moi, je suis juif, c'est ma terre, c'est la terre d'Israël et vous n'avez pas le droit de me sortir de là. Tu vois, et ça, tu as le droit, d'après la halakha, c'est comme ça. Parce que si tu veux, c'est ta terre. Et Mais tu as le en droit fait, de sortir tous les non-juifs d'Israël? après ça, j'imagine, évidemment, oui, évidemment, ouais. Mm. Mais en tout cas, mais ça veut dire, mais ouais, t'as le droit de, ouais, évidemment, t'as une mitzvah, parce qu'il y a la mitzvah de conquérir la terre, en fait, tu vois. Mais en tout cas, si tu veux, tu peux, quoi, grosso modo. Après ça, les Juifs, ils l'ont pas fait à travers l'histoire. On voit Ouais. bien qu'il y avait des non-Juifs. Mais le truc, c'est que voilà, ça veut dire, la théorie, elle est comme ça, tu vois. Donc après ça, si les goïms, eux, ils disent, ouais, il y a les droits de l'homme, et les Juifs aussi sont inclus dans l'homme, et ils ont des droits et tout ça, si tu veux, c'est leur droit à eux, ce qui les oblige à Ouais. tuer. Mais c'est pas notre droit à nous, quoi. Ça veut dire, Mm. d'après la race, si un goy, il vient et te dit, comme il faisait à l'époque des rois de France et tout ça, il dit, on confisque tous les biens des Juifs et ils doivent sortir d'ici. Il a le droit. Parce que c'est vrai, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'il t'a accueilli dans son pays et tu vois, ça veut dire qu'il t'a fait un chesed. Tu vois, rien ne l'y oblige. Et en fait, voilà, donc toi, tu vois, ça veut dire, tant que tu y es, tant qu'il est d'accord, tu lui dis merci beaucoup. Le jour où il dit non, en fait, voilà, a priori, tu vois, tu veux pas dire, voilà, c'est tout, je sais pas quoi te dire, tu vois, ça veut dire, c'est ça, d'après la race, a priori, c'est comme ça, tu vois, Mm. ça veut dire, on a aucune, ça veut dire on a aucun droit voilà. Après ça, tu vois, on a travaillé et tout ça, ok. Mais ouais. Ok. C'est ça l'histoire, c'est que les biens mobiliers peut-être c'est différent, tu vois. Ça c'est sûr sur l'immobilier. Ça c'est sûr sur l'immobilier. Sur l'immobilier, peut-être que comme c'est ton travail, comme c'est ça, ouais, je sais pas, tu vois, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Parce que tu vois, ça veut dire, tu peux dire, ouais, il peut dire voilà, c'est les impôts, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, est-ce obligé de faire une loi ou Non, est-ce c'est un butin de guerre qui a été. voilà, C'est le butin. c'est tout, voilà, c'est tout. Tu vois, Ils ont c'est pillé, c'est le butin. Après, bah, après, tu peux dire que tu le repilles aussi à ta manière. voilà, c'est ça, c'est pour ça, exactement, c'est pour ça. Tu utilises les voies légales pour repiller les trucs. Voilà, voilà. Non, Ouais, c'est clair, c'est pour ça, tu vois, c'est clair, c'est ça exactement. ouais, C'est pour ça, après ça, tu vois, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'être une victime toute ta vie, etc. c'est ça. Et Ça c'est à veut chaque dire, voilà, lui, il a appliqué son droit et toi, vas-y, utilise ton droit comme tu veux pour. voilà, Et là, en l'occurrence, c'est-à-dire que si le goy était régi par la loi juive, il n'y aurait aucun moyen de le faire sortir. voilà. Mais comme il est régi par une autre loi, on va essayer de le faire, Voilà, faire c'est ça. sortir. De toute façon. Voilà. C'est ça. Et après ça, toi, tu peux utiliser ça, tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ça l'histoire. Mais c'est pas un droit à l'Afrique, quoi, c'est pas un droit que. Un droit à l'Afrique. Ouais. C'est ça l'idée, tu vois. Ok. Non, en tout cas, c'est le client de Khazaka ici, en tous les cas, c'est ce qu'elle apprend, donc ce serait ça l'histoire. Ok. Donc maintenant, donc, ok, je ne sais pas s'il y a Rachid sur ça. Des secondes, laisse-moi regarder. Des secondes. Ouais, il y a chez vous Barechem, donc Rachid, il est dans les petites lignes en partant du bas, c'est on va dire 2, attends, non, pardon, 2, 4, 6, Ouais, je l'ai. tu vois, Je vais ouvrir. Barechem, voilà, Barechem, 6 lignes à 10 lignes, tu vois. Je Mais vais écrire. voilà. Donc là, il explique Rachid simplement le concept, comment dire, le contexte historique du passage. Gedalia, Ben Achikam, Gedalia Achikam. ben Achikam, qui a marlé. C'est Gedalia Ben Achikam qui aura dit ça. Comme j'ai dit, Gedalia Ben Achikam, si on fait le jeûne, je ne sais pas si tu sais, après Rosh Hashanah, le lendemain, il y a Tzom Gedalia. Ouais. Et voilà, c'est en souvenir donc de ce type-là qui s'appelait Gedalia Ben Achikam, qui était en fait un tzaddik a priori, et que en fait, si tu veux, c'est-à-dire que Nabucodonosor, en fait, il voulait pas que la terre d'Israël soit, en fait, il voulait pas exiler tous les Juifs. Il voulait pas exiler tous les Juifs. Après avoir détruit le temple et tout ça, avoir fait des massacres et compagnie, ça veut dire qu'il était intéressé à ce qu'il y ait quand même des Juifs qui restent en Israël, quoi. Et donc en fait, évidemment à condition qu'il fasse pas qu'il fasse pas des révoltes tous les jours. Et donc il avait nommé en fait donc comme gouverneur en fait ça veut dire d'Israël Gedalia Ben Achikam, qui était donc en fait si tu veux son job. Et tout le monde était heureux. Ça veut dire le prophète Jérémie qui était à l'époque et tout ça. Pour eux, ils voyaient comme vraiment un espoir de garder un sorte de gouvernement juif en Israël et que les Juifs restent en Israël, etc. Et en fait, à ce moment-là, le problème, c'est donc ok, donc il lui a donné ça, il lui a donné le gouvernement, etc.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est premièrement, il y avait les Juifs, tu vois, ils continuent, ils ont été séduits par un exode en Égypte. Et donc, lui, il essaye, si tu veux, tu comprends, puisque donc voilà, c'est sûr que le pays était détruit et compagnie, etc. C'était, tu veux, tout était à reconstruire, ça veut dire, mais en fait, il y avait un exode massif, tu vois. Et donc, mais les Juifs qui étaient restés, en fait, ils pensaient que voilà, en Égypte, ça allait être mieux, etc. Donc, ils partaient tous là-bas. Et lui, en fait, donc c'est ça. Donc lui, il essaie en fait de conserver déjà les Juifs qui ne partent pas, quoique il y a une majorité de Juifs qui restent, tu vois. Donc il leur dit voilà, vous avez plein d'opportunités, comme je t'ai dit, puisque tout le monde s'en va. Donc ceux qui restent maintenant, ils vont avoir des grandes maisons, des grandes fermes, etc. Venez dans les villes voilà, c'est ce qu'il leur dit. Revenez dans les villes que vous allez conquérir, que vous allez Bitfos, tu vois, que vous allez prendre. Et donc c'est ça, c'est comment t'explique de quel droit, parce que si vous restez, donc ça vous appartient, quoi. Et c'est une chose. Mais après ça, il a été assassiné par son meilleur ami qui l'a trahi, quoi. Et ça veut dire, et donc ça a été la fin des haricots parce que Nabucodonosor, parce qu'en fait, si tu veux, de là on apprend, tu vois, qu'il faut jamais faire confiance à personne. Tu vois, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça le message de Gedalia Ben African, c'est de dire en fait, parce que lui, en fait, il avait été averti par ses amis, parce que tout le monde demande pourquoi ça s'appelle le Tsam Gedalia. Et même dans le Navi, en fait, Jérémie, il accuse Gedalia, il le culpabilise de sa propre mort, alors que c'était un sadique. Et il dit pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu regardes dans le Navi, il avait été averti que ce type-là, Sibel Ishmael, je ne sais pas quoi, il voulait l'assassiner. Mais lui, à Gedalia, il n'avait pas cru. Il a dit c'était mon meilleur ami, comment il peut me faire ça? Et donc, il est venu sans garde, etc. Enfin, l'autre, il est venu, il a assassiné, il a massacré tout le gouvernement. Et après, il a fait une sorte de révolte qui a, évidemment, Nabucodonosor, il est revenu, il a massacré tout ce qu'il y avait comme juif qui restait là-bas. Et tu vois, et en fait, ça veut dire l'idée, a priori, c'est ce que Mourad il dit, tu vois, ça veut dire, ce qu'il disait, c'est ce que Mourad, à chaque fois, il disait sur ça en disant que sinon la méchante de Perkavot, elle dit, il faut pas que tu te fasses confiance à toi-même jusqu'au jour de ta mort, à plus forte raison qu'il faut faire confiance à personne d'autre. Mais l'idée, c'est, tu vois, et pourquoi le jeûne, parce qu'il a été assassiné à Rosh Hashanah, et pourquoi on fixe le jeûne le lendemain de Rosh Hashanah, c'est justement pour te dire, en fait, parce que l'idée dans le Moussard, c'est, tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, c'est ce que Mourad disait, c'est qu'en fait, c'est que la raison pour laquelle on change pas, c'est parce qu'en fait, on a des idées en fait sur nous-mêmes, comme quoi on sait qu'on est comme ça, tu vois. Ça veut dire, on sait qu'on a, par exemple, tu te dis, voilà, moi je sais que je mange trop, par exemple. Ouais. Donc, même si tu vas prendre un médicament pour manger moins et tout ça, tu continues à manger trop parce que tu dis, c'est pas possible, je sais qui je suis, moi je mange beaucoup, tu vois, ou j'en sais rien, tu vois. On a une identité et en fait, on n'arrive pas à changer parce qu'en fait, on s'est fait une idée de nous-mêmes et ça nous limite, tu vois, ça nous empêche de changer. Alors, tu vois, Rosh Hashanah, ça commence, tu vois, c'est la Timet Shuvah et on dit qu'on veut changer l'année prochaine. Donc, l'idée, c'est de dire qu'en fait, tu vois, ce qui était vrai l'année dernière, c'est pas sûr que c'est vrai l'année prochaine. Et l'histoire de Gedalia, c'est ça, c'est lui, il s'est dit, c'est mon meilleur ami, il va jamais me tuer. Et en fait, l'idée, c'est que les gens, ils changent, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, c'était ton meilleur ami l'année dernière, mais pas cette année, tu vois. Et donc, ça veut dire, il pensait, tu vois, que voilà, que c'était vrai l'année dernière, c'était vrai cette année. Et donc, à cause de ça, donc, il a été assassiné. Et donc, nous, on fait ça, ce jeune lendemain de Rosh Hashanah, pour dire qu'on peut changer. Donc, ce qui est vrai l'année dernière, c'est pas vrai cette année. Donc, tu peux changer pour le mal, mais tu peux changer aussi pour le bien. Tu vois. Et c'est ça l'idée, quoi. Donc, ça, c'est l'histoire de Gedalia Ben Achikam, ce qui Rashi ramène, parce que voilà, il veut donner le contexte pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est vrai que le chidouche, c'est que Gedalia, il leur dit restez et vous allez prendre les maisons de tous ceux qui sont partis, quoi. Et c'est un chidouche, tu vois, parce que voilà, de quel droit? Tu vois, il dit non, bah, si tu fais Chazaka, s'ils partent, toi tu prends, c'est à toi. C'est ce qu'il dit. Voilà, c'est ça l'histoire pour dire. Merci. Non, mais c'est bien d'avoir toute la couleur autour, ça permet de fixer le. Donc quand tu arriveras à Tzom Gedalia l'année prochaine, après le lendemain de Rosh Hashanah, tu te rappelleras de ça. Tu vois, mais c'est très étrange cette histoire-là, parce que voilà, on dit que d'un côté, le jeûne en fait, il commémore la mort du tzaddik, tu vois, parce que il y a marqué, on dit pourquoi on fait ce jeûne, c'est cacher Tzilokam, c'est tzaddikim qui est tu vois, qui est Chorban Bet Amikdash, mais c'était vu comme pour les Juifs de commémorer ça quand même. Dans le sens littéral, c'est parce que en fait, c'est considéré aussi grave que la destruction du Bet Amikdash, parce que si les Juifs ils auraient pu rester là-bas avec un gouvernement établi, etc., ça aurait été très bien, tu vois. Et en fait, Nabucodonosor, il leur avait donné cette chance, tu vois. Et voilà quoi. Mais voilà, ça t'apprend, tu vois, tout ça, il faut pas être naïf, ça t'apprend plein de choses, quoi. Peut-être que le jeune, tu vois, si tu veux être romantique, le jeune, c'est comme quoi, c'est d'être trahi par ses meilleurs amis. Peut-être c'est ça le plus grand drame, mais j'en sais rien, tu vois. Peut-être qu'il y a quelque chose de très positif aussi, qui est que c'est nous-mêmes, on peut changer pour le meilleur. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ce et bon, ça, c'est par rapport comme vous dites, par rapport à Shashana, que ce qui était n'est peut-être pas plus. Ouais. Et que
et que le Malach HaMavet, il va venir chercher cette personne, mais elle n'est plus là, donc c'est plus la peine, puisque moi j'ai changé, je ne suis plus cette personne. Ouais, non, bien sûr, ça a été sûr, quoi, ça l'idée, mais. On en tout cas, c'est ce que Rashi ramène, c'est Gedalia ben Achikam, donc c'est Gedalia ben Achikam, que c'est passé pour remettre le contexte historique de cette histoire. Donc, après ça, qu'est-ce qu'il dit? Donc là, on a dit Mina Namar, Chazina Namar Kra, Usho be Arichem Asher. Alors là, il cite le Pasouk. Gedalia ben Achikam Kamar, voilà, c'est tout. On a cité le Pasouk, l'Agma, on a cité le Pasouk. Et Rachid te dit ce pasouk, en fait, c'était Gedalia ben Achikam, c'est un pasouk dans Jérémie. Jérémie, c'est un contemporain de Gedalia ben Achikam. Tu commences Jérémie depuis le début, avant tout, il avait toujours dit il faut faire un pacte avec Nabucodonosor, ça sert à rien de résister, etc. Et si on fait un pacte avec lui, il détruira pas le temple, etc. Ça toujours, à cause de ça, il a été jeté en prison. Tu vois, tout le monde se fichait de sa gueule, etc. Ça veut dire qu'il a été mis comme étant un collaborateur et si tu veux, un anti. Si tu veux, ça veut dire Jérémie a beaucoup souffert de la persécution en fait des Juifs quoi, qui l'ont persécuté parce que lui il prenait une réalité historique, une truc complètement évident comme quoi en fait si tu veux ça servait à rien ça veut dire de pas pactiser avec Nabucodonosor et que en fait il aurait laissé et Nabucodonosor il voulait pas tuer les Juifs, il voulait simplement conquérir des territoires et si on payait les impôts et on acceptait son gouvernement ils allaient laisser tranquille et en fait si tu veux et le fait. Et en réalité, ceux qui ne voulaient pas payer les impôts, etc., c'était que le roi et les puissants qui avaient tout à perdre et en fait qui étaient complètement corrompus et moralement et qui en avaient rien à foutre des massacres du peuple et en plus qui étaient en plus payés par les Égyptiens qui les excitaient pour tu vois pour qu'ils s'opposent à Nabucodonosor parce que les Égyptiens ne voulaient pas avoir une frontière avec Nabucodonosor quoi. Et donc en fait si tu veux Jérémie tout le livre en fait il fait que en fait comment dire que dénoncer la corruption des élites juives. Et à cause de ça, il est constamment jeté en prison, blablabla, etc. Et voilà. Et donc, quand finalement Nabucodonosor il vient et il massacre tout le monde, et donc finalement, donc toute la royauté, elle est envoyée en exil sous des chaînes par des mecs, si tu veux, ils ont été torturés. Ça veut dire les rois d'Israël, les derniers rois, ils ont été torturés avec leurs enfants. Torturés devant eux, tués devant eux, les yeux crevés, tout ce que tu veux. Ça veut dire qu'ils ont eu droit à la totale. Et ça veut dire, mais si tu veux, donc comment dire voilà. Donc en fait, si tu veux, quand tu prends Gedalia ben Achikam, que lui, il avait toujours été un follower de Jérémie, donc tu vois, donc lui, il est toujours, tu vois, il est super content. Il pense que voilà, finalement, on va sauver, puisque en fait, Jérémie, il en avait beaucoup plus à faire de la population général qu'il pensait que c'était des victimes, si tu veux, si tu veux, de la corruption des élites, plutôt que en fait des élites et même du Beth Amikdash. En réalité, si tu réfléchis bien, tu vois, en fait, même quand tu lis le livre des Lamentations qui est écrit par Jérémie, quand tu le regardes, tu vois qu'il pleure pas tellement sur la destruction du temple, il pleure beaucoup sur le massacre des Juifs, tu vois. Et plus que tout, tu vois. Voilà, et donc lui il dit maintenant on peut sauver la population, et puis il y a ça qui arrive, quoi. Ça veut dire ça marche pas, quoi. Tu vois, si Hachem il a décidé quelque chose, il a décidé. Tu vois, voilà, mais c'est tout. Tu vois, donc en tout cas, c'est ça, tu vois, ok, donc je sais pas pourquoi je te dis ça, parce que oui, Bishiva, oui, parce que là, donc, je sais pas, ok, où j'en suis, je sais plus. Donc Bishiva, ça va être matin. Je sais pas pourquoi, parce que, ouais, ok, je vais voilà, c'est tout. Bishiva, je t'avastem Hashivukai, donc que vous avez pris en vous installant. Ok, c'est bon? Donc on a fini Rashi sur Hadaka, et voilà, et maintenant on peut avancer la Gemara. Donc maintenant la Gemara elle dit, donc la Gemara elle avait dit donc, les biens immobiliers, ils sont acquis par Kesef, Shtar et Chazaka. Par contre, les biens mobiliers, comme tu vois, donc c'est la suite de la Mishnah, comme je sais pas, des brebis, j'en sais rien. En fait, ils sont acquis avec Mishicha. J'essaie de regarder s'il y a des nouvelles de Valentin. Il y en a, il dit qu'il a oublié avec Zikaron. Je lui dis qu'on est là. Je lui dis si on est là, s'il veut. Ouais. S'il veut. Ok. Ok, en tous les cas, ok, donc, en tous les cas, ok. Donc, allez, tu veux continuer à lire, alors vas-y. Oui, avec plaisir. Donc, voilà, d'où est-ce qu'on apprend donc, que les biens immobiliers sont acquis avec Meshir. Donc, ça, c'est où est-ce qu'on est. Veshain, c'est ça, Veshain Lahem, Achrayot Ein Niknin Ela Bimeshicha.
Shahin, c'est là-dedans, non? Non, Shen, c'est non, ici c'est pas Shen avec les dents, c'est sans le Aleph et sans le Yud. Shen, c'est Shinun, Ah, d'accord. les dents. Chez N, c'est qu'il n'y a pas, tu vois. N, Ah. c'est chez N, la N, qu'il n'y a pas, qu'ils n'ont pas de Acharayut, qui ne servent pas de collatéral, tu vois. C'est-à-dire, c'est les biens, on avait vu que la Mishnah, en fait, elle appelait les biens mobiliers, elle les appelait chez N Acharayut, qui ne peuvent pas servir de collatéral, et les biens mobiliers, elle les appelait Nechassim Shiyesh Lahem Acharayut, c'est les biens en fait, qui sont collatéral. Donc ici, c'est Shen, la Harayut, qui ne peuvent pas servir de responsabilité. La Harayut, ça veut dire la responsabilité. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas servir de collatéral dans un engagement. Donc ça veut dire c'est un euphémisme pour parler des biens mobiliers, tu vois. Ça veut dire n'importe quoi. Prendre une voiture comme d'habitude, ou bien une vache, ou bien ça. Alors, vous avez la suite, En Niknin. En Niknin est là, Meshicha. Elle ne s'acquiert que par Meshicha. Donc, ça, c'est la Mishnah qui avait dit ça. Ouais. Meshicha, donc, tu te rappelles, ça veut dire en fait prendre l'objet vers soi. C'est la tirer vers soi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Minalan, d'où le sait-on, Dirtiv, il écrit Veri Tamachru Mimacher, Leamiter. Si tu veux, tu peux tricher un petit peu, regarder dans le petit. Ah, il y a le. C'est le. D'accord. Veri Timkeru Mimkar, Leamitecha O Kano, Miyad Amitecha, Altonu Ish et Achiv. Ouais, donc ça c'est le pasouk. Donc le pasouk, tu veux la traduction? Ici, Timkeru, tu achètes, c'est ça? Tu vends, l'imkor c'est vendre. Tu vends. Et ici, tu vends Mimkar, la Amitecha. Mimkar, c'est une vente. Si tu vends, Timkeru, tu vas vendre. Mimkar, ça veut dire une vente. Et Amitecha, c'est ton ami, tu vois. Ton ami, ouais. Ton ami. Ou bien. Okano, si tu achètes Miyad Amitecha de la main de ton ami, Altonu Ish et Achiv. Ona, ça veut dire ne fais pas des arnaques. Altonu Ish et Achiv, ça veut dire n'arnaque pas ton frère. Ne fais pas gagner. C'est la mise la plus théorique de la Torah, quoi. Ça veut dire. C'est tellement à propos, je ne peux même pas vous dire à quel point c'est à propos. C'est tellement magnifique de pouvoir. Ouais. Je dirai après quand ça sera enregistré. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Ouais. Donc, n'arnaque pas ton frère. Et donc, tu vois, ne vous arnaquez pas. Mais en fait, ce que l'Agma ramène de ce passage-là, c'est qu'il y a le mot de la main de, tu vois, Okano Miyad. Tu vois le mot où tu acquiers de la main de ton ami. Tu vois, Okano Miyad Amitecha, de la main de ton ami. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué la main, tu vois? Alors, de là, l'Agma, tu vois, parce que le mot de la main, on aurait pu simplement dire dans le verset, quand tu vas vendre quelque chose à ton ami, Okano Amitecha, ou que tu acquiers de ton ami, ne vous arnaquez pas les uns les autres, n'arnaque pas ton frère. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué miyad de la main de ton frère? Alors, le mot miyad, a priori, il est en trop, et donc ça viendrait nous apprendre que la manière d'acquérir un objet, c'est en faisant meshicha, ça veut dire en le prenant et en le tirant vers soi. C'est bon? Très bien. Voilà, donc ça, c'est l'agma. Tu vois. Donc, si tu veux, tu peux reprendre dans l'agma, quoi. Ça veut dire minalan, tu veux dire vechitim keu memkar amitecha, okano miyad amitecha. Minalan vechi timkeru liamitecha o kana miyad amitecha davar anikna anikna. Ouais, c'est ça. Qui a acquis miyad leyad. Miyad leyad. Voilà, point. Donc ça, c'est le point. L'idée, c'est la dracha du fait qu'il y a marqué de la main de ton ami. Donc on apprend d'avoir un nikna, que la chose elle est acquise miyad leyad, d'une main à l'autre. Ça veut dire par meshicha, où en fait tu prends l'objet et tu l'amènes vers toi. Et donc ça, c'est l'avis. Donc ça, c'est un avis, mais l'agma va citer. Elle sait qu'il y a l'avis de Rabbi Yochanan qui pense que meshicha. Alors on va lire. Je te laisse traduire. Je te laisse lire l'agma d'abord. Rabbi Yochanan. Attendez, juste pour resituer, là, c'est Meshicha qui s'applique à quelqu'un, c'est pour les biens immobiliers. Oui. Ouais, c'est ça. Miyad leyad. Vele Rabbi Yochanan de Amar. Ah, Valentin. C'est en train de sauver Sacha qui est en train de lire. Ouais. Complètement zappé.
Voilà, c'est vrai, on n'est pas trop avancé. Ça veut dire on est maintenant dans Mishicha. On a fait Là, non, comme c'est moi qui lis, si tu veux, on est au tout début, là. Voilà, c'est ça. Là, on va très vite. On va très lentement, je veux dire, mais c'est très bien comme ça. C'est Voilà, comme si tu avais raté 5 minutes. Alors, et je comprends encore plus lentement que je lis, donc c'est pour te dire. On est quelle page? On est 26. Ouais, Kafalef Amoudalef est dans la Gemara. On est vers la fin de la page, tu vois. C'est dans Meshicha, tu vois. Si tu veux sur la ligne, on est où le Rabbi Yochanan, ça veut dire on est 2, 4, 6, j'arrive pas à compter, 2, 4, non, vous inquiétez pas. 9 lignes avant la fin de la page. Ok, les Rabbi Yochanan. Voilà, et Amar Davar Torah. Voilà. Laisse Sacha continuer à lire. Il y a les Rabbi Yochanan de Amar, Dvar Torah, Maot, Konot, Maecha, les Memar. La fin d'interrogation, tu vois, ça c'est une question. Ça veut dire, tu vois, donc, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'en fait, il est assez connu en fait que Rabbi Yochanan, lui, il pense, ça veut dire, c'est dans tout le Talmud, c'est Rabbi Yochanan, il pense que d'après la Torah, on ne peut pas acquérir ça veut dire, lui, il pense que d'après la Torah, quand un juif, il achète quelque chose d'un autre juif, il n'acquiert pas avec Meshicha. Lui, il pense que d'après la Torah, il acquiert avec l'argent. Il n'y a que l'argent qui fait le kinyan. Et tant que quelqu'un n'a pas payé, il n'y a pas de kinyan. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan, il le déduit de versets, etc. Si l'agma, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'après, elle va rentrer dedans, mais elle va rentrer dans l'histoire. Mais le principal, c'est dans Baba Metzia où il dit ça, et c'est très long là-bas. Ça veut dire que Rabbi Yochanan, son avis, c'est que lui, il pense que bien que dans la Torah ici, donc c'est la question, bien que dans la Torah ici, on a l'impression que le kinyan qui fonctionne pour les biens immobiliers, c'est Meshicha, et c'est Miyad Leyad, c'est le fait qu'il y a une transmission physique de l'objet de main en main, c'est ça ce qui fait le kinyan. Rabbi Yochanan, pour plein de raisons, qui ne sont pas évoquées dans la Gemara, donc moi je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne sais pas si Rachid va rentrer. Lui, il pense que c'est pas à prendre au mot, et il a des preuves comme quoi, en fait, entre deux juifs, le seul client qui fonctionne sur un bien immobilier, c'est l'argent. C'est le paiement qui fait la transaction. Et donc, à la Gemara dit, donc, comment est-ce que lui, il comprend, ça veut dire, d'après la Torah. Mais lui, il va dire après que, même si, donc l'idée c'est que, alors la Mishnah ici, elle nous dit que Meshicha, ça fonctionne. Alors la Gemara va dire, oui, ça veut dire Meshicha, ça fonctionne d'ordre rabbinique. Ça veut dire que l'idée c'est que les sages, ils ont changé sur ce point-là ce que la Torah elle avait dit. Pour plein de raisons, ça veut dire pour éviter des arnaques. Ça veut dire, la Gemara, elle va dire, selon Rabbi Yochanan, ça veut dire, l'histoire c'est que selon Rabbi Yochanan, d'après la Torah, il peut y avoir, c'est que le paiement qui fait l'acquisition. Mais les Chachamim, alors comment ça se fait, ce que la Gemara dit, mais comment ça se fait que la Mishnah ici nous dit qu'un objet il est acquis avec Meshicha et pas avec de l'argent? Et alors sur ça, la Gemara répond, tu vois, c'est ça la question de la Gemara. Tu vois, c'est ou le Rabbi Yochanan, et selon Rabbi Yochanan d'Amar qui a dit Dvar Torah Maot Konot, que d'après la Torah, il n'y a que l'argent en fait qui fait le kinyan. Donc Maïka les Memar, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire? Ikas, il y a les Memar de dire. Qu'est-ce qu'on peut dire puisque la Mishnah dit le contraire, elle dit que le kinyan il a lieu avec Meshicha. Et donc, sur ça, la Gemara va répondre, elle dit c'est un décret d'ordre rabbinique. Tana, Takanta de Rabbanan Katane, c'est-à-dire Tana, l'auteur de la Mishnah, Takanta de Rabbanan, le décret d'ordre rabbinique, Katane, il a marqué, il a mentionné. Tu vois, ça veut dire. Pourquoi? Parce que ce qui se passait, c'est que l'idée, c'est que, selon Rabbi Yochanan, pourquoi les Chachamim, ils ont changé la mitzvah de la Torah, que la Torah, elle pensait que normalement l'acquisition, elle se fait par l'argent. C'est parce qu'en fait, ce qui se passait, c'était que si jamais il y avait des mecs qui faisaient des arnaques, quoi, ça veut dire qu'ils recevaient des paiements sur des objets, sur des choses, et en fait, quand l'objet il était encore chez eux, tu vois, il disparaissait. Et ça veut dire, et il disait, je sais pas, tu vois, ça veut dire ou bien il a été brûlé, ou bien peut-être qu'il était vraiment brûlé. En tous les cas, ça veut dire, il y avait en tous les cas, il faisait pas attention. Une fois que l'objet il était vendu, il se disait, ok, c'est pas à moi de toutes les manières, j'ai aussi mon paiement, donc je m'en fous, tu vois, si jamais quelque chose lui arrive, si jamais il est détruit, si jamais c'est un animal qui meurt ou j'en sais rien. Et donc, il y avait beaucoup de cas comme ça où les types ils perdaient à cause de ça. Donc, c'est pour ça que les Chachamim, selon Rabbi Yochanan, ils ont changé la mitzvah de la Torah. Et ils ont dit que c'est pas l'argent en fait qui finissait la transaction, c'est Meshicha, c'est le fait de ramener l'objet chez soi. Voilà, ça c'est ce que la Gemara dit. Donc, pour résumer ce qu'on vient de lire dans la Gemara, c'est la Mishnah nous dit qu'un objet immobilier, il est acquis avec Meshicha. Meshicha, c'est quand l'acheteur il prend l'objet et il le ramène chez lui.
Donc la Gemara demande d'où est-ce qu'on le sait. Donc d'abord, elle a cité une source d'un verset, et ça correspond à un avis dans la Gemara de Resh Lakish qui pense que c'est comme ça d'après la Torah. C'est que, et c'est ce que la Gemara a commencé avec ça, c'est que d'après la Torah, Meshicha, c'est le seul kinyan qui fonctionne sur un objet mobilier, qui bouge. Et ça, on l'apprend du pasouk de Miyad Amitera, quand tu achèteras de la main de ton ami. Pourquoi est-ce que donc ne fais pas une arnaque à ton frère, mais ce qui est important, c'est pourquoi il est marqué de la main de ton ami. C'est pour te dire, de là, on apprend que l'acquisition, elle se fait quand l'objet il est transmis de main en main, et donc finalement que c'est l'acheteur qui l'amène vers lui. D'accord. Ça, c'est le premier. Donc ça serait ça la halakha de la Torah. Mais la Gemara dit voilà, on sait qu'il y a Rabbi Yochanan qui pense que d'après la Torah, c'est Maot Konot. Ça veut dire qu'il apprend que ce kinyan dont il est question, c'est pas qui prend l'objet. En fait, lui, il explique que de main en main, ce qui est passé, c'est de l'argent, c'est pas l'objet. Et il a des versets pour ça. Donc, il dit, alors comment est-ce que la Mishnah nous dit ici que c'est que Meshira qui fonctionne? Alors, il dit, oui, en fait, d'après la Torah, selon Rabbi Yochanan, c'est l'argent qui fait le kinyan. Mais ici, l'auteur de la Mishnah, il a parlé de Meshira parce que même selon Rabbi Yochanan, il y a un décret d'ordre rabbinique qui fait que finalement, c'est plus l'argent qui finit la transaction, c'est la Meshira. Et la raison, c'est comme je vous ai dit, parce que si jamais, en fait, il y a eu beaucoup de cas, et c'est ce que la Gemara explique, que les gens, ils payaient, et l'objet, en fait, est resté dans le domaine du vendeur, pour une raison ou pour une autre, parce que l'acheteur était paresseux d'aller le ramener le chercher, ou whatever. Et donc, à ce moment-là, les objets disparaissaient, et l'acheteur, en fait, il perdait, parce qu'en fait, il y avait de la négligence, au moins de la négligence de la part du vendeur, quoi. Et donc c'est pour ça qu'ils ont changé en disant que si jamais l'objet disparaît avant que l'acheteur il a pu l'amener chez lui, la perte elle est au vendeur, et même si l'acheteur a déjà payé, il doit lui rendre l'argent, quoi. Et donc ça motivait le vendeur en tous les cas ou à ne pas garder l'objet chez lui, ou bien en tous les cas à le garder bien si jamais il le gardait chez lui, quoi. Ouais, donc ça c'est ce que la Gemara dit. Alors, je fais Rashi, allez, je vais faire Rashi. Donc, Miyad Leyad, donc de main en main. Donc, Rashi, c'est dans, je vois, c'est 2, 4, je crois. Ouais. Quatrième ligne. Quasiment au niveau de la fin de l'Agma. Voilà, au niveau de l'avant-dernier de l'Agma. Miyad Leyad, de main en main. Dainu Meshira, donc c'est Meshira. Puisque c'est de main en main. Alors, c'est sûr que ce Rashi, évidemment, j'ai pas envie de vous embrouiller, etc. Mais parce que je vais faire appel à une mémoire qui est très longue. Mais parce qu'en fait, normalement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avec Messira, non? Voilà, t'as compris. Ça veut dire que normalement, ça veut dire que, en fait, l'idée c'est que quand on te dit un objet qui est transmis d'une main à une autre, en fait, c'est pas Meshicha, c'est pas normalement Meshicha, c'est quand l'acheteur il prend l'objet, il le ramène chez lui. Messira, c'est quand le vendeur, en fait, il transmet. On avait vu, on parlait d'un cheval, par exemple, il va transmettre les rênes du cheval à l'acheteur. Ou bien dans le bateau, on a vu aussi les clés du bateau et tout ça. Ça, c'est Messira. Il y avait une corde et il transmet la corde qui tire le bateau à l'acheteur. Et donc, a priori, c'est deux kinyanim différents. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a dit exactement la même chose. On a dit justement que Meshira, il n'y a pas besoin de ce qu'il vient de récupérer. Exactement, etc. Mais en fait, c'est pour ça que, en tout cas, pour pas entrer. C'est que Rashi vient enlever l'ambiguïté, c'est ça? C'est pas ça. Ça veut dire le truc, c'est comme ça. C'est que normalement, on devrait avoir une question. Ça veut dire. Oui, il y a une question sur la Gemara. Ça veut dire qu'est-ce que Meshira, a priori, c'est pas Messira, c'est deux kinyanim différents. On l'avait vu dans la page précédente, puisqu'on voit bien. À mon avis, c'était un souka. Voilà, t'as compris. C'est ça ce que Rashi veut dire. Ça veut dire l'idée, c'est que a priori, donc c'est étonnant. Donc, normalement, il y a une question sur la Gemara. Comment est-ce que la Gemara, elle se ramène elle te dit, voilà, la Mishnah, elle te dit que les objets mobiliers qui ne sont pas des animaux, puisque a priori, la manière de répondre par rapport à la Mishnah précédente qui disait que les animaux, ils sont acquis avec Messira, selon certains avis. En fait, tu vois, ça veut dire, puisque c'était la Mishnah, si vous tournez la page 25b, tu vois, la Mishnah d'avant, elle commençait Bema Gassa, Niknit Bemessira, tu vois. Ça veut dire, etc. Et or, ici, on nous dit que tous les Nechassim, She'en Lahem Acharayut, qui ne peuvent pas servir de collatéral, donc tous les objets mobiles, ils sont acquis avec Meshicha. Alors, tu vois, a priori, ce n'est pas la même chose. Et si tu veux, donc, Rashi, etc., je pense qu'il avait dit, les animaux, c'est encore une catégorie à part. C'est-à-dire que la Mishnah d'avant, elle nous parle des animaux. Alors, ok, les animaux, ça marche avec Messira. Mais ici, quand la Mishnah, chez nous, dans la page 26, elle dit tous les objets qui ne peuvent pas servir de collatéral, ils sont acquis avec Meshicha, ça parle de tous les objets, sauf les animaux. Voilà, c'est comme ça que Rashi, il avait, si tu veux, il a voulu expliquer, tu vois.
Mais l'idée, c'est qu'encore une fois, donc, mais s'il y a un autre problème, c'est que quand la Gemara, elle amène une source pour Meshicha, elle amène un pasuk qui parle de transmettre de main en main. Or, ça, normalement, c'est pas une des choses de Meshicha. Normalement, Meshicha, il n'y a pas besoin de transmettre de main en main. Puisque dans Meshicha, c'est l'acheteur, et simplement, il prend l'objet, il le tire vers lui. C'est pas besoin que le vendeur, il lui tende l'objet et il lui de main en main, tu vois. Et donc, c'est une question, tu vois, ça veut dire comment la Gemara, en fait, elle amène une source de Meshicha en décrivant Messira, en disant c'est quelque chose qui est transmis de main en main. Et c'est pour ça, alors, donc c'est pour ça, si vous vous souvenez, c'est que Rashi, lui, il pensait que Messira, c'était une sorte de Meshicha plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ouais. Tout ce qu'il avait par rapport à Tosfot, ça veut dire que Rashi, donc c'est pour ça que selon Rashi, c'est une preuve, ça veut dire pour Rashi, tu vois, il est content de cette Gemara parce qu'il veut dire, voilà, ça prouve bien que Messira, ça veut dire transmettre de main en main, c'est une Meshicha, c'est le même Kinyan, sauf qu'en plus de ça, il y a une transmission du vendeur de main en main. Et donc ça, mais ça veut dire pourquoi la Gemara elle apporte cette source pour parler de Meshicha, parce qu'en fait, la Messira et la Meshicha, c'est le même Kinyan, c'est la même manière d'acquérir, sauf que voilà, la Messira, puisqu'en fait, tu vois, donc dans Meshicha, l'objet, le vendeur, il fait que prendre l'objet vers lui. Dans la Messira, il y a le vendeur, il lui transmet l'objet. Mais en fait, ça veut dire, c'est dans les deux cas, le but est recherché. La finalité, c'est que l'acheteur, il apprend l'objet dans son domaine. Et en fait, donc lui, il avait dit que la Messira, c'est comme une Meshicha, sauf qu'en plus de ça, il y a le vendeur, il a transmis l'objet, quoi. Mais c'est le même Kinyan, tu vois. Et donc, c'est pour ça que tu vois, que lui disait que Messira, en général, ça marche mieux que Meshicha, selon Rashi, parce que, en fait, Messira, ça inclut la Meshicha, sauf qu'il y a en plus, tu vois, il y a une option en plus, quoi. Ouais, mais il faut prendre le cas le plus restreint. Voilà, c'est ça. Et donc, ouais, mais c'est ça, t'as raison. Mais en tous les cas, mais ce que ça veut dire, ce que lui veut dire, d'abord, selon Rashi, c'est pour ça que Rashi dit Aïnou Meshicha. C'est pour ça qu'il dit transmettre de main en main, c'est Meshicha. Ce que lui veut dire. Ça inclut. Ça inclut pas, je pense pas que ça va inclure. Voilà, ça inclut Meshicha. Ça veut dire, en fait, Meshicha, c'est qu'une modalité de Meshicha, quoi. C'est une Meshicha, sauf qu'en plus, on transmet les rênes. Et en fait, et donc, selon ça, en fait, ça répond un petit peu aussi à la contradiction d'avant. Ça veut dire, en même temps que quand la Mishnah chez nous, elle dit que tous les objets mobiliers, ils sont acquis avec Meshicha. Et tu pourrais dire, oui, mais dans la Mishnah juste avant, on t'a dit qu'une vache, par exemple, on l'acquiert avec Messira. Alors, tu vois, selon Rashi, il y a pas la réponse est de dire, non, mais Messira, c'est aussi Meshicha. Sauf que puisque c'est le même Kinyan, sauf que Messira, il y a en plus une condition en plus que le vendeur, il transmet l'objet à l'acheteur de main en main. Mais en fait, le Kinyan, c'est Meshicha, c'est que l'acheteur, il a amené l'objet chez lui. Mais tu vois, l'idée, ça veut dire que dans les animaux, c'est aussi acquis avec Meshicha, sauf qu'on demande une condition supplémentaire, c'est que le vendeur, il donne l'objet de main en main à l'acheteur. Mais en fait, le vrai Kinyan, ça veut dire la technicalité du Kinyan, ça reste un Kinyan de Meshicha, où le Kinyan, il fonctionne parce que l'acheteur, il a amené l'objet dans son domaine. Tu vois. Et le fait que le vendeur lui transmette, c'est qu'une modalité en plus qui est nécessaire pour les animaux. Mais donc, ça serait plus contradictoire entre les Mishnayot et aussi, surtout ce qu'il veut expliquer Rashi en disant ça, c'est que la source, elle est justifiée, quoi. Ça veut dire que quand la Mishnah, elle dit oui, comme il y a marqué quand il va acquérir de la main de son ami, qu'est-ce qui est transmis de main en main, si tu veux, c'est Messira. C'est Meshicha, ça veut dire, a priori dans Meshicha, c'est pas la peine, dans une Meshicha classique, c'est pas la peine que le vendeur il transmette l'objet à l'acheteur, il suffit que l'acheteur il tire l'objet vers lui. Alors Rachid dit oui, mais c'est quand même Meshicha, tu vois, c'est une Meshicha avec une modalité en plus, et c'est pour ça que ça justifie que la Gemara ramène ça comme source. C'est clair? Mm-hmm. Voilà. Une Meshicha que c'est Meshicha. Ok, donc maintenant, Rachid, après, c'est Rabbi Yochanan. Et donc, selon Rabbi Yochanan, qui dit que toute acquisition est faite avec de l'argent, c'est le Perek Hazahav. Donc, ça veut dire, ça, c'est dans Perek Hazahav, c'est le Perek de l'or, c'est Vamessia, c'est la voie où la Suga est très, très longue, où Rabbi Yochanan, il pense que tout Kinyan est fait avec Kesef, et qu'il n'y a pas de Kinyan avec. D'après le Torah, il n'y a pas de Michicha, il n'y a pas de Messira. Pour lui, il pense que tout ça, c'est que des décrets d'ordre rabbinique à cause des arnaques. Mais bon, c'est toute la Suga, elle est là-bas, voilà. En tout cas, Dvar Torah Mod Konot. Donc, d'après Rabbi Yochanan, d'après la Torah, il n'y a que l'argent qui fait un kinyan dans les biens mobiliers, quoi. Ça veut dire Kedash Kechan Gabe Hekdesh. Puisqu'il dit, alors lui, il veut dire qu'on voit la source de Rabbi Yochanan, c'est le Rashi ici, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Je ne sais pas si c'est la source qui est ramenée dans Mametzia. En tous les cas, il dit, on le trouve dans Hekdesh, puisqu'on voit qu'à chaque fois qu'il est question de racheter quelque chose qui a été sanctifié pour le Beth Amikdash, ou par exemple, tu vois, s'il y a un korban qui est devenu non cachère,
en fait, on le rachète avec de l'argent. Si par exemple il y a du maaser sheni ou qu'on veut manger à Jérusalem et qu'on ne peut pas amener la récolte, alors on transmet la kedusha sur de l'argent et après on amène l'argent à Jérusalem. Donc il dit, on voit quand tout ce qui concerne la kedusha, la sainteté, ça veut dire les corbanotes, etc., toujours c'est racheté sur de l'argent. Et donc il dit, et donc Rabbi Yochanan, a priori selon Rashi, c'est ça sa source pour dire que d'après la Torah, la seule manière d'acquérir, c'est l'argent. Tu vois, puisque ça veut dire, puisqu'on voit quand ce qui concerne la kedusha, ça veut dire, voilà, quand on dit, comme je vous ai donné l'exemple d'un korban qui est devenu non cachère et que maintenant on ne peut plus l'amener comme sacrifice. Donc, comment on fait ça veut dire, on rachète la valeur du korban sur de l'argent et on vend l'objet, quoi. On vend l'animal pour de l'argent et l'argent, maintenant, il va être utilisé pour acheter un nouveau korban, quoi. Donc, la même chose avec toujours, tout est racheté en ce qui concerne la kedusha, c'est toujours acheté sur de l'argent, quoi. Avec Maaser Sheni, comme on avait expliqué, Maaser Sheni, c'est une mitzvah que tous les 3 ans, chacun il devait prendre 10% de sa récolte pour aller en Jérusalem avec sa famille. Si jamais en fait il veut pas manger que des pommes et qu'il fait que des pommes, donc en fait transférer sur l'argent. Voilà, c'est ça, il transfère sur l'argent et après il amène l'argent et il dépense l'argent à Jérusalem. Donc ça veut dire on voit que dans la Torah, à chaque fois qu'il y a une kedusha à enlever d'un objet, ça se fait toujours par de l'argent, quoi. Donc l'idée c'est que selon Rashi, selon Rabbi Yochanan, c'est de là où Rabbi Yochanan il pense que la seule transaction qui est véritablement une valeur, qui a un pouvoir transactionnel, qui change le statut d'un objet d'un propriétaire à un autre, c'est l'argent, mais pas le reste. Et donc, la Gemara demande, donc si c'est comme ça, alors comment est-ce que la Mishnah dit que Meshicha, ça marche? Alors, ça dit, c'est un décret d'ordre rabbinique. Ça veut dire que les rabbins, ils ont changé ce qui existait à l'époque de la Torah, comme je vous ai dit, à cause des arnaques, tu vois. Voilà, c'est Rashi qui va d'ailleurs citer le truc. Amar Lecha, donc je fais le Rashi d'après, donc Rabbi Yochanan, il va te répondre, Matnitin, notre Mishnah, Lotik Sheli, ce n'est pas une question sur moi, c'est sur Rabbi Yochanan. Pourquoi des takanta des rabanan katane? Parce que c'est un décret d'ordre rabbinique qui est marqué, Tana, des katane Tana, des matnitim, qu'il a noté ou il a mentionné l'auteur de notre Mishnah. Alors il explique maintenant, Rashi, le décret d'ordre rabbinique, Shiakru Chachamim, parce que les Chachamim, ils ont déraciné Kinyan Amarot, l'acquisition qui avait lieu par l'argent. C'est-à-dire que la Torah, elle avait dit, normalement, il n'y a que l'argent qui fait l'acquisition. Et les sages, ils ont fait un décret qui déracine cette halakha et qui disent non, l'argent, ça fait c'est plus transactionnel. L'argent, ça ne veut plus transmettre la propriété d'un objet d'une personne à une autre. C'est plus l'argent qui fait le kinyan, bien que c'était ça la vie de la Torah. Ve'amrou, et ils ont dit l'otikne la meshicha. Et ils ont dit non, il n'y a que la meshicha qui peut faire une transaction. Alors pourquoi? Alors Rachid te dit l'histoire, il te dit Gezerah, c'est un décret, Shema Yomarlo, de peur qu'ils lui disent le vendeur, Nisrefu Kitecha Baalia, ton blé, il a été brûlé dans la grange ou dans l'étage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le type, une fois qu'il va recevoir. Si on disait d'après la Torah, on suit la halakha de la Torah, donc ça veut dire le type, voilà, il vend, je sais pas, une grange de blé, je sais pas, $5,000, $6,000, il reçoit les $6,000 en cash, il dit, ok, demain je vais venir les chercher, ok, très bien. L'acheteur, il revient le lendemain, il dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé avec mon blé, où est-ce qu'il est? Ah, il y a eu un incendie, tout a été brûlé. Et voilà. Et maintenant, comme tu as payé, c'était ton blé, et moi j'y suis pour rien, et donc je garde l'argent. Et voilà. Donc ça veut dire comme les gens ils faisaient ça. Donc les Chachamim ils ont dit ok, on abandonne la loi de la Torah qui dit que normalement l'argent change le propriétaire de l'objet, que l'argent finit le kinyan, et on considérera que dans tous les objets mobiliers qui sont mobiles, le kinyan il est fini que lorsque l'acheteur il a amené l'objet dans son domaine. Mais avant ça, c'est sur la responsabilité du vendeur. C'est quand même dingue qu'il y ait une marloquette là-dessus, qu'on n'est pas en train de qu'il y ait une transmission claire là-dessus. Il y a beaucoup, ça veut dire, quand tu regardes la soukha là-bas dans le métier, elle est très longue, tu vois. Tu vois, ça veut dire, c'est vraiment pas, je sais pas pourquoi est-ce que la Gemara ici, elle a cité ça en une ligne, tu vois, mais si tu veux la soukha là-bas, on regarde Yochanan, chacun il ramène des versets, chacun il ramène des trucs, chacun il a, tu vois, ça fait 5 ou 6 pages, tu vois, c'est un des gros trucs parce que ça a beaucoup d'impact sur plein de choses, tu vois, par exemple, je sais pas, un exemple simple, tu vois, c'est peut-être pas un bon exemple parce que chez un goy c'est différent, mais disons, tu vois, par exemple pour la vente du Hametz à Pessah, par exemple, tu vois, mais là où ça a le plus d'impact en réalité, c'est sur les prêts à intérêt, quoi.
Parce que, pour expliquer l'histoire, c'est que si jamais tu dis en fait que si par exemple tu payes en avance quelque chose, tu vois, puisque si tu veux à l'époque, quand tu fais, tu vois, si tu veux, la bourse, si tu veux, ça existait déjà à l'époque de la Gemara. Mais ça veut dire que, donc, je prends un exemple, ça veut dire que si tu achètes des futures, tu vois, je sais pas, je connais pas moi la bourse, donc je dis des mauvaises terminologies, mais ça veut dire, imagine, en fait, ce qui se passait à l'époque, c'est que les mecs, ils prenaient des options, par exemple, tu vois, ils voient sur la récolte de l'année prochaine, le type, il dit, voilà, en fait, j'achète à l'avance, je sais pas, 50 kilos de blé, tu vois, de blé de la récolte qui va venir à Pessah, etc. Le mec, il dit, d'accord, et tout ça. Et bon, ils acquièrent, c'est ce qui n'est. Voilà, donc, et on va dire maintenant, donc le type, il a payé, et voilà, donc le blé, normalement, il devrait arriver à l'acheteur. Mais si tu veux, l'acheteur, il veut continuer à spéculer et tout ça, et il dit, ce blé-là, par exemple, tu vois, ça veut dire, non, voilà, même pas ça, ça veut dire, voilà, imagine le blé, déjà, maintenant, on va dire, à un certain moment, il a augmenté de valeur, tu vois. Et ça veut dire, la question, c'est de savoir, c'est si tu dis que l'argent était transactionnel, donc ça veut dire celui qui doit engranger la plus-value, c'est comme si tu veux, c'est l'acheteur. Si tu dis que l'argent n'est pas transactionnel, ça veut dire en fait, la vente, elle n'a pas eu lieu encore tant qu'il n'a pas ramené l'objet chez lui. Et donc en fait, si le prix a augmenté, si tu veux, Il doit le payer la différence. Il doit le payer la différence. Mais c'est surtout que l'histoire, c'est que quand c'était sur des options, les gens ils spéculaient sur ça. Donc en fait, l'idée, c'est que si jamais l'argent est transactionnel, en fait, c'est pas considéré comme un prêt, tu vois. Donc ça veut dire, l'idée, c'est que moi, j'achète le blé, et en fait, le blé, il m'appartenait même s'il était chez toi. Et quand il a augmenté de valeur, en fait, tu vois, maintenant, si moi, je dis, je veux changer mes options et je veux le revendre, maintenant qu'il a pris 20%, et donc je dis, non, mais maintenant, je vais acheter du vin ou je vais acheter des options sur le futur de la récolte du vin de cet été, quoi. Le type, il peut le faire, même s'il va encore se faire 20% de bénéfice sûrement. Et ça ne s'appelle pas, en fait, d'avoir prêté intérêt parce qu'en fait, parce qu'en fait, c'est toujours comme ça lui appartenait. Donc, si les choses elles prennent de la valeur, elles prennent de la valeur dans le domaine de l'acheteur. Mais il y a un risque déflationniste aussi, donc, il ne faut pas savoir. Comment? Il y a un risque déflationniste en même temps, donc on ne peut pas dire que c'est l'intérêt caché. Ouais, c'est pas des Horaïta, mais si tu veux, à l'époque, c'était presque sûr que tu comprends. L'histoire, c'est que comme c'était de la récolte et tout ça, les mecs, ils investissaient sur un champ. Tu vois, en général, c'était sûr que, tu vois, ça veut dire, si tu veux, les taux, si tu veux, de la nourriture, etc., du marché, en fait, ils étaient super prévisibles, quoi. Mais donc, c'était presque de l'intérêt, quoi. Tu sais pas comme aujourd'hui, tu vois, il y avait pas il pouvait y avoir, si tu veux, comme tu dis, des famines et des machins comme ça. Il y avait un certain taux de variabilité, les gens y jouaient dessus, mais en fait, grosso modo, que ça allait valoir plus, c'est sûr, tu vois. Ça veut dire que si tu investissais sur la récolte de l'année prochaine, tu pouvais savoir sûr que le champ, il allait avoir un rendement. Même si, encore une fois, il y avait un risque de famine, il y avait un risque de tout ça, de sécheresse, tout ça, mais le risque, en fait, il était plus ou moins minime, quoi, grosso modo. Parce que la demande, elle était là. Tu vas sur de la nourriture, sur une société agricole, si tu veux, tu peux être plus ou moins sûr que tu vas oui, à partir du moment où il y a des champs qui sont limités, qu'il y a de la démographie, voilà, t'as compris. Donc, il y a forcément une augmentation du prix. Voilà, c'est ça. Donc, ça, si tu veux, donc ça veut dire l'idée, c'est que si tu réinvestissais à chaque fois, tu gagnais. Mais si tu veux, selon Rabbi Yochanan, c'est pas du prêt intérêt parce que c'est une transaction. Donc, c'est-à-dire, si tu dis mode conote, ça veut dire que l'argent est acquiert, c'est-à-dire que c'est l'acheteur, en fait, il n'est pas en train de de prendre des intérêts. Il fait simplement, il a acquis la chose et ça a pris de la valeur dans son domaine. Après ça, tu vois, il peut le revendre. Et tu vois, acheter encore autre chose, tu vois, qui va prendre de la valeur dans son domaine. Ouais. Et tu vois différer à chaque fois tu vois, ça veut dire le paiement de la marchandise en prenant des bénéfices, en fait, sur la différence de temps. Tu vois, plus différence. Plus, en fait, en économie aujourd'hui, on ne dirait pas que c'est de la zone d'intérêt parce que en réalité, ce n'est que le reflet de l'inflation. Voilà, exactement. C'est neutre. Ouais, exactement. Tu as raison. Mais tu vois, ça veut dire, tu as raison. C'est intéressant de savoir si vraiment quel est le taux d'intérêt de la Torah. C'est le taux d'intérêt nominal ou réel. Oui, mais d'après Al-Ra, ça veut dire, c'est parce qu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est que, mais tout ça, c'est pas notre chapitre, tu vois, mais c'est vrai que la Souga, elle est là-bas, donc c'est pas vraiment un sujet, mais ça veut dire, l'idée, c'est ça, toute la marloquette, elle est pour ça, parce qu'en fait, voilà, mais t'as raison, mais c'est-à-dire que selon Rabbi Yochanan, c'est d'après la halakha, si tu veux, l'idée, c'est que tout, ça veut dire, ce que tu dois, c'est la somme d'argent, quoi. Tout est calculé, tout est en fonction, tout est indexé sur le cours, même pas le cours de l'or, le cours de l'argent, quoi. Et tout le reste, en fait, si tu veux, c'est considéré, ça veut dire, si en fait la valeur, la valeur de l'objet, la transaction, tu vois, ça veut dire, en fait, il a augmenté par rapport au cours de l'argent. Alors, c'est considéré comme des intérêts, c'est considéré comme une plus-value, quoi. Même si, en fait, tu vois, tu vois, c'est ça l'idée, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, c'est ça la définition. Entre guillemets, l'inflation, nous, on fait un panier moyen, alors que l'inflation,
en économie théorique, c'est le cours du cours de l'argent. Le cours de le cours l'argent. de l'argent. Wow. C'est pour ça, tu vois, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire. Mais bon, c'est comme si tu veux. Et voilà, dans tous les cas, selon Rabbi Yochanan, voilà, ça permettait tu vois, voilà, de dire que voilà, en fait, il n'y a pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas de prêt, parce qu'en fait, c'est une transaction. Et si tu dis en fait que parce que l'objet, en fait, il a été acquis dès le moment du paiement. Donc, quand le mec il paye en avance, en fait, tu vois, il a acquis la chose et c'est dans son domaine que ça prend de la valeur. Et après ça, même si après il veut transférer cette valeur encore dans une autre chose et redifférer le paiement, de passer du blé, par exemple, au vin qui est en octobre, et après de passer du vin aux oranges, que c'est en janvier, il va toujours gagner 10% ou 15%, mais ça ne veut pas prendre des intérêts, ça s'appelle simplement que tu achètes et tu vends, quoi. Et que ça, que ça grandit dans ton domaine. Si tu dis, ça peut marcher que si l'argent, il les connaît. Si Maot Konot, si d'après la Torah, Maot Konot, donc ça te permet en fait d'enlever ce problème de ribit sur des paiements en avance. Sur de la marchandise que tu peux en plus tu vas transférer à chaque fois, etc. Mais si tu penses que l'argent, par exemple, ne fait pas de kinyan, donc en fait, cet argent, c'est un prêt, et donc là, c'est comme si tu prêtes 100 et tu reçois 120 quoi, à chaque fois. Donc, tu vois, c'est pas de la Torah, comme tu dis, parce qu'il y a un risque de perte. Tout ça, tout ça, c'est dans la Souga là-bas, dans Bametzia. Donc, il y a plein d'implications, chacun ramène plein de choses. Ouais, c'est sûr, si tu veux faire de l'économie et tout ça, c'est Perek Hazahav, et là-bas dans Bametzia, c'est un des chapitres. Une prise de tête, c'est le plus dur. Ouais, et surtout, c'est Ezé Onéchar que c'est sur le Rébit. Ouais, c'est Hazahav encore ça va, mais c'est celui d'après, quoi, qui est basé sur celui d'avant. Tu vois, c'est comme si tu veux Calculus One et ça, c'est Calculus Two, quoi. Et tu vois, ça veut dire. Rien que Kesef connaît Taza, mais tous les trucs d'économie, ils sont là-bas, voilà. C'est tous les trucs d'économie, si tu veux, si tu veux comprendre vraiment comment ça fonctionne l'économie d'après la Torah, etc., comment ça fonctionne, tu vois, tous ces trucs-là, en fait, c'est là-bas, tu vois. Si vous voulez, quand on aura fini à Kiddushin, les chats, Tova. En tout cas, je ne sais pas pourquoi la Gemara a cité ça, mais c'est ça ce qu'il dit. Tu vois, c'est pour ça que tu vois là-bas, il y a des versets de tous les côtés. Ici, la Gemara a ramené ça, comme elle veut expliquer la Mishnah. Et la Mishnah, elle a parlé de Meshicha. Donc, on dit, OK, Rabbi Yochanan, il est d'accord que dans le rabbinique, maintenant, c'est que Meshicha qui fonctionne. Et ça, c'est d'après Rabbi Yochanan. Et d'après l'autre avis, non, il y a un passouk de la Torah qui est marqué quand tu acquéras de la main de ton ami quelque chose qui est passé d'une main en main, c'est le kinyan de Meshicha. OK, donc maintenant l'idée c'est comme ça, c'est que donc on a vu la Mishnah, on a vu les biens qui sont immobiliers. Ah mince, c'est 3 heures. Là, si tu as... Ouais. Parce que j'ai encore voté à 3 heures. Ouais, c'est l'heure déjà. Ok, voilà, j'arrête. C'est bon. Tu l'as fait de Valentin. Comme tout. Vraiment. Non, mais désolé, ici c'est spécial. Vas-y, Kavan, c'est un peu. Non, je sais, c'était pas la seule personne qui m'a. Je sais pas ce qui se passe, qu'est-ce que les gens ils font, ils regardent à la télévision, c'est qu'est-ce qu'ils font. Ouais, il y a les tfira, effectivement, il y a la sonnerie, et après il y a le tekes au kotem. D'accord. C'est un Abanim qui parle, ouais, il y a de tout. C'est un moment spécial. Ok, d'accord, ok. Ouais, je vous laisse tranquille parce que. Merci beaucoup, Valentin. Merci, Sacha, je t'embrasse. Des bonnes nouvelles. Le début qui parle sur le Kinyan Chazaka, voilà. Ah oui, ça faut que je reprenne un peu. Ouais. D'accord. Je vais essayer. Allez, merci beaucoup. Kol tov, bye bye.